Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici, alors pour ceux qui sont en présentiel à Paris, dans les locaux de la Fondation Charles Léopold Meyer, pour le VAG numéro 3 sur les mobilités en ruralité. Alors cet événement est co-organisé par l'Institut Veblen, le BASIC et le Lierre. Je commence par un petit moment promotion pour vous dire que le Lierre s'investit sur ces questions le Lierre s'investit sur les questions communales et intercommunales dans le cadre du projet Solutions Transition. Donc il y a une boîte à outils pour aider les agents locaux et les élus territoriaux à mettre en œuvre la transition écologique, notamment dans les territoires à plus faible densité. Et c'est aussi pour ça, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Vous dire également que du côté de l'Institut Veblen, est présent dans le numéro 109 de l'économie politique, intitulé Les communes sous pression, qui vise notamment à regarder, à mettre en avant le fait que, alors que les missions se multiplient et les compétences sont de plus en plus déléguées aux collectivités, celles-ci disposent de moins en moins de moyens pour les mettre en œuvre. Cela ouvre plein d'enjeux que je vous laisserai creuser, notamment un article sur les mobilités. Bien évidemment, on se boucle sur le sujet. Les mobilités, donc aujourd'hui, les transports représentent 34% de nos émissions de gaz à effet de serre, du moins le dernier chiffre en 2023. Donc c'est une part qui est en grandissant ces dernières années. Plus de la moitié de ces 34% sont dus au déplacement des personnes en voiture, des voitures particulières, avec toutefois une tendance récente à la baisse. En ruralité, la mobilité, c'est la liberté. Et avec les longues distances, les faibles densités de population, les habitats dispersés, cette liberté, elle prend bien souvent la forme de la voiture, et bien souvent une voiture thermique. Donc si le train n'est pas la solution à tout, il y a eu un désinvestissement public depuis des décennies dans les infrastructures ferroviaires qui n'a fait qu'accroître cette situation de dépendance à la voiture. Des véhicules électriques, petits et légers, peuvent être une partie de la solution, pourvu qu'ils soient à la fois abordables et fabriqués en France, en Europe. Ça représente un double enjeu industriel et de souveraineté. C'est également développé par l'Institut Veblen dans son rapport de septembre dernier. On vous donnera les références dans le Vademecum qui suivra cette conférence. Toujours est-il qu'on constate que la voiture reste incontournable dans les territoires ruraux. Elle conditionne fortement l'accès à l'emploi comme facteur d'intégration, de sécurité économique, parfois même pourvoyeur de sens. Elle conditionne l'accès aux soins, aux services publics auxquels les citoyens contribuent par les prélèvements obligatoires et dont il est légitime qu'ils souhaitent les voir exister et ne pas se sentir abandonnés. Elle conditionne la possibilité d'aller et venir comme bon leur semble. Et elle conditionne aussi, évidemment, la vie sociale, le lien social, le vivre ensemble, faire communauté. Si on ajoute à une lecture urbain-rural le prisme des inégalités sociales qui les traversent, alors se déplacer en voiture, c'est plus seulement un style de vie ou une habitude culturelle, ça devient une planche de salut, parfois un luxe que tous nos concitoyens ne peuvent pas se permettre. Alors comment concilier ces impératifs avec nos objectifs écologiques? Comment sortir du tout voiture individuelle? Les collectivités, a fortiori les communes et intercommunalités, qui sont bien souvent autorités organisatrices de mobilité depuis la loi LOM de 2019, sont au premier rang de ce défi. Alors comment s'y prendre? Sur quel levier et dispositifs jouer? Avec qui agir? Quelle stratégie mettre en place? Quel panel de solutions existe-t-il et quelles implications pour les finances des collectivités? Pourquoi ce qui marche ici ne marche pas là-bas? Est-ce qu'on peut dégager des grandes conditions de succès et d'échec? Nous développerons tous ces aspects avec nos trois intervenants. J'ai à ma droite Jean-Luc Delpech, qui est président de la communauté de communes du Clunisois. À ma gauche, Marine Bruno, qui est chargée de mission Affaires publiques chez ECOV. Et nous avons à distance Anaël Bendele, qui est responsable mobilité à la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg. Je commence avec vous, Jean-Luc Delpech. C'est en fait pas très élégant, mais au niveau de l'ordonnancement de cette conférence, c'est le plus logique. Est-ce que vous pouvez nous parler des spécificités du territoire clunisois? Quelle était la situation sur la question de la mobilité lorsque vous êtes arrivé aux responsabilités en 2008 puis en 2014? Quelle a été à ce moment-là votre analyse de la situation? Merci beaucoup déjà de l'invitation, bonjour à tout le monde. Sur le Clunisois, peut-être vous le situez déjà, hein. Cluny, c'est une petite ville de 5000 habitants qui est donc dans le sud de la Bourgogne-Franche-Comté, à une centaine de kilomètres au nord de Lyon. Et en effet, c'est un territoire rural.
Notre communauté compte 41 communes, donc on peut se dire que c'est quelque chose de grand. C'est en effet grand géographiquement, il y a à peu près une quarantaine de kilomètres est-ouest, 25 km nord-sud. Mais au total, si on compte tout le monde, on arrive à peine à 15 000 habitants. Donc c'est vraiment un territoire qui est peu dense. On a à peu près 32 habitants par kilomètre carré, c'est-à-dire le quart de la densité française, une densité qui est vraiment typique d'un territoire rural. S'ajoute à ça le fait que le chef-lieu, Cluny, est excentré par rapport au territoire. Il est situé relativement au sud-est de la communauté. Ce qui fait que pour beaucoup d'habitants, la distance par rapport aux services, au commerce, etc., aux activités, est grande. Et à ça s'ajoute encore le fait que la Saône-et-Loire, c'est un département donc dans lequel nous nous trouvons, qui est multipolaire. Il y a un chef-lieu qui lui-même est très excentré, Mâcon. Et en fait, suivant l'endroit auquel les habitants habitent en Clunisois, eh bien, ils vont être plutôt tournés vers Mâcon, plutôt tournés vers Châlons, plutôt tournés vers le Creusot, etc. Ce qui fait que cela ajoute encore à la complexité de la problématique de mobilité. Donc, ce que vous avez dit en introduction se vérifie évidemment. Jusqu'à peu, les gens n'avaient guère d'autres solutions que leur voiture individuelle pour en effet travailler, se soigner, étudier, etc. etc. Donc lorsque j'ai été élu en 2008, juste pour se représenter un peu les choses, la communauté de communes était encore une institution assez jeune à l'époque et nous avions donc 2 salariés en tout et pour tout et un budget total en prenant l'investissement de fonctionnement de 2,5 millions d'euros à peu près. Bon, vous imaginez qu'avec ça, on ne va pas très très loin en termes de capacité d'intervention. Aujourd'hui, 18 ans plus tard, je parle de la même communauté de communes qui entre-temps s'est élargie. Au départ, elle n'avait que 25 communes, aujourd'hui elle en a 41. Aujourd'hui, nous avons une centaine de salariés et nous avons adopté hier soir notre budget 2026 pour 22 millions d'euros à peu près. Donc ça montre comment ces intercommunalités, et celle-là en particulier, se sont développées. C'est des sortes de start-up de l'action publique locale qui commencent toutes petites et puis qui petit à petit, pour essayer de répondre face à la déprise des services de l'État, donc sont obligées d'inventer elles-mêmes et de faire elles-mêmes. Mais pour revenir à la mobilité, lorsqu'en 2008 j'ai été élu, la seule activité de mobilité c'était le transport scolaire. Il se trouve qu'on a 8 regroupements scolaires sur notre territoire, souvent un regroupement à une classe dans un village, une classe dans un autre, la cantine dans un troisième, etc. Et il fallait donc transporter les enfants d'un endroit à un autre. À l'époque, on était aidé par le département pour ce faire, mais c'était un poste qui nous coûtait relativement cher. En 2019, donc profitant de la possibilité offerte par la loi LOM, dont vous avez parlé tout à l'heure, la communauté de communes, enfin tout le monde, les communes ont décidé de confier la compétence mobilité à la communauté de communes, qui depuis l'exerce conjointement avec la région. Vous savez que suivant le type de mobilité, soit la mobilité est à l'intérieur des limites de l'intercommunalité, à ce moment-là, c'est l'intercommunalité des si elle a reçu cette compétence. Puis dès qu'on sort des limites de l'intercommunalité, c'est la région. Pour continuer à caractériser notre territoire, il se trouve que sur le Clunisois, il n'y a pas un seul transport ferroviaire. Et d'un point de vue transport régional, la seule chose qu'on ait, ce sont des lignes d'autocars, notamment une nord-sud qui relie Mâcon à Chalon-sur-Saône en passant par Cluny. Mais donc cette ligne passe très à l'est de notre communauté de communes et ne dessert pas du tout la dimension est-ouest. Donc et j'ajoute encore que la taille moyenne des communes étant de 250 habitants chez nous, eh bien, très rares sont les villages dans lesquels il y a des commerces, des services, etc. Donc, par rapport à ça, progressivement, et notamment ça s'est accéléré sur cette mandature, on a adopté au début de la mandature un projet de territoire, donc entre 2020 et 2021. On a énormément travaillé avec toutes les forces vives du territoire pour identifier les besoins des gens et essayer de voir ce qu'on allait essayer de construire ensemble. Ce projet de territoire s'est appelé « Vivre ensemble en Clunisois dans le monde d'après ». On était en pleine période Covid, etc. Et du coup, on se disait, et on a pu mesurer d'ailleurs pendant cette période combien les besoins fondamentaux des gens, les plus basiques en fait, se nourrir, se loger, se déplacer, étudier, etc., devenaient des problématiques très compliquées et que finalement, c'était l'échelon de proximité, commune, communauté de communes, qui était sollicité par les gens. Et donc là-dessus, on s'est inspiré de choses qui étaient en filigrane déjà dans certaines communes. Et en particulier, on s'est rendu compte qu'à notre échelle, avoir des lignes régulières, etc., c'était hors de prix. Et un des premiers projets qui est venu,
ça a été de proposer aux communes qui le souhaitaient de leur mettre à disposition un petit véhicule 9 places électrique qui était confié dans un groupe de 4-5 communes voisines et avec la contrepartie que ces communes trouvaient des chauffeurs bénévoles. Donc il fallait qu'ils trouvent une dizaine de chauffeurs bénévoles, souvent des jeunes retraités, et dès lors qu'ils s'étaient mis d'accord, on leur confie le minibus, et ensuite libre à eux d'organiser la mobilité pour aller où ils veulent, et y compris en dehors de la communauté de communes, ce qui était une des difficultés pour nous, c'est qu'on n'avait pas le droit de le faire. Tandis qu'en passant par une association qui regroupe ces chauffeurs bénévoles, l'association elle fait ensuite du véhicule ce qu'elle veut, et à partir de là, souvent les gens vont au marché dans un village qui n'est pas dans la communauté de communes, par exemple, emmènent les gens à l'hôpital, par exemple, à l'extérieur de notre communauté de communes. Et donc, ça a été fait dans un premier groupe de villages, et puis ensuite, ça a inspiré d'autres groupes de villages, et ainsi de suite. Donc, on a, au fur et à mesure que les gens étaient prêts, mis à disposition ces véhicules. Ensuite, les gens gèrent leurs tarifs, leur destination, la fréquence de leurs déplacements, etc., comme ils l'entendent. Ça prend un petit peu de temps, parce qu'au début, les gens disent bah, « à quoi ça sert? Moi, j'ai ma voiture, ça va très bien ». Et puis, c'est le bouche à oreille qui fonctionne, en disant « mais tu sais, quand on va au marché de Saint-Jean-de-Gous, c'est super, parce que finalement, la navette nous attend juste à côté des stands, pendant la route, on discute, etc. » Et donc, ceci déjà a été une première façon de faire, finalement à coût relativement modeste, puisqu'on n'a pas les salaires des chauffeurs à payer. Deuxième chose, on a également encouragé tout ce qui est covoiturage, donc en créant des aires de covoiturage. Et puis, on a également beaucoup travaillé sur l'usage du vélo, la mobilité cyclable sur le territoire. Alors ça peut paraître aussi un défi parce que chez nous, le relief est relativement important, les distances sont un peu grandes. Mais on a réuni en fait tous les cyclistes du territoire, tous ceux qui étaient intéressés en tout cas, et on leur a demandé, quand vous allez d'un endroit à un autre, vous prenez quel itinéraire? Et les gens ont croisé leurs itinéraires et on s'est rendu compte que sur un territoire rural, il y a beaucoup de routes, énormément de routes, et que c'est très facile d'avoir en fait une route pour les voitures et une route pour les vélos, sans avoir à créer de pistes cyclables, juste en s'appuyant sur le réseau existant. Et du coup, il s'agit surtout de mettre en évidence quelles sont les routes pour les vélos, quelles sont les routes pour les voitures. On y a mis de la signalétique horizontale, verticale. Et puis on a également créé une carte cyclable du territoire. Bon, je n'ai pas amené de diapo, mais vous pourrez, ceux que ça intéresse, qui sont sur place pour en regarder. On a donc une carte où on a finalement tout ce qui est en bleu, ce sont les routes cyclables de notre territoire. Et puis de l'autre côté, on a un chronogramme. C'est-à-dire que ça montre dans chaque sens, parce que la distance, enfin le temps de transport n'est pas le même dans un sens comme dans l'autre, si ça monte, si ça descend. Donc ça montre aux gens combien de temps il faut à vélo, disons, pour aller d'un endroit à un autre. Et petit à petit, cet usage du vélo, qui au départ était vraiment quelques pionniers un peu héroïques, c'est petit à petit banalisé, parce qu'avoir des vélos dessinés sur la route, etc., du coup, les cyclistes se sont sentis légitimes. Les automobilistes se sont dit « Ah, là, je suis sur plutôt une route à vélo, mieux vaut que je passe par un autre itinéraire, sinon je risque d'être bloqué par les cyclistes. » Et sans interdiction, juste par la communication, on a progressivement fait découvrir aux gens que certes, on ne va pas facilement traverser l'ensemble du territoire à vélo. Par contre, pour aller d'un village à un autre, ça peut très bien aller et que ça peut intéresser finalement différentes catégories, surtout avec maintenant le vélo à assistance électrique qui permet à des personnes même un peu âgées de se déplacer sans difficulté. Et puis, après, je vais arrêter parce que sinon, je vais manger tout le temps. Mais on a travaillé également sur ce que, alors j'aime pas du tout ce terme, mais techniquement, les gens appellent ça la démobilité. Je trouve que c'est pas intéressant parce qu'on a l'impression qu'on prive les gens de la capacité de se mouvoir. Mais derrière ce terme un peu bizarre, il y a l'idée d'une meilleure répartition des services sur le territoire. Et au fur et à mesure qu'on a développé les services de la communauté de communes en matière de garde d'enfants, en matière d'activités de loisirs, en matière de maisons France Service, etc. On a décidé de surtout pas les concentrer dans la ville, dans le chef-lieu, donc à Cluny, mais de les répartir au maximum des bibliothèques, piscines couvertes, etc. etc. L'ensemble du territoire est maillé de ces services, ce qui fait que progressivement, bien, les gens se sont dit, finalement, c'est pas aussi important que ça d'être en permanence en mouvement, parce que les services se rapprochent
à l'inverse d'autres peut-être territoires ruraux où au fur et à mesure de la déprise de l'État, on a l'impression au contraire que les services s'éloignent. Donc voilà un certain nombre d'éléments qu'on a mis en place. Tout ça est passé à travers un schéma de mobilité dit simplifié, ça c'est la loi qui prévoit ça, et qui a permis aussi, et je termine là-dessus peut-être, de conjuguer avec l'offre de la région, puisque je vous ai dit, il y a cette ligne nord-sud, et puis il y a des petits bouts de ligne est-ouest, mais très très parcellaires. Et du coup, d'une part, on a travaillé pour optimiser les horaires de ces lignes, pour développer les fréquences, pour promouvoir en fait ces transports vis-à-vis de nos habitants. Et ensuite, et c'est une des choses les plus récentes, on a créé notre propre ligne régulière. Donc c'est une ligne qui fonctionne 6 jours sur 7 avec 2 allers-retours par jour et qui fait une sorte de cavalier, disons, qui est perpendiculaire à la ligne principale nord-sud et qui permet d'aller chercher les gens au cœur du territoire et de la ramener vers la ligne nord-sud. Ce qui fait que là, c'est vraiment un complément de ligne régulière qui a été mis en place. Voilà en quelques mots ce qu'on peut dire de ce qui a été entrepris sur toutes ces années. Merci beaucoup. Pour réagir sur ce que vous nous avez décrit et essayer de tirer la spécificité de votre démarche, et je vais vous interroger sur dans quelle mesure, à votre avis, chez vous, c'est des conditions et c'est des actions qui sont réplicables. Je vois notamment un fort usage du bénévolat à travers l'association, enfin les taxis qui se regroupent en association, réplicabilité. La question aussi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup investi dans une information, aller chercher une information fine des usages et des habitudes de vos habitants, d'où aussi le système de vélo, les routes de vélo, différenciation par rapport aux voitures, parce que vous avez compris, su récolter l'information de qui fait quoi et qu'est-ce qui donc à partir de là est possible, pour pas qu'il y ait de concurrence sur les routes. Donc là aussi, cette question de la récolte de l'information, est-ce qu'elle est réplicable? Et sur le dernier point, sur la démobilité, parce que en fait, les gens ont moins à se déplacer parce que les services, les grands symboles des services publics viennent eux, voire restent chez eux, avec tout ce que ça implique financièrement aussi, de lutter contre cette tendance, là aussi, cette tendance d'effet ciseau, vous connaissez les finances des collectivités, là aussi, d'après vous, est-ce que c'est réplicable, quoi? Donc sur ces 3 aspects, est-ce qu'on peut l'exporter au-delà du clunisois? Comme vous l'avez dit, moi je pense qu'il y a d'une part des spécificités, chaque territoire a ses particularités, donc tout ne se transpose pas. Par contre, ce qui me semble transposable, c'est cette volonté, avant de se lancer dans une offre de service, d'un bouquet de services de mobilité, déjà bien analyser les besoins des gens, leurs pratiques spontanées, même quand elles sont émergentes en fait. Et c'est en ayant bien compris ça qu'on peut arriver à intervenir avec des coûts relativement modérés, qui s'appuient beaucoup, comme vous l'avez souligné, sur la motivation des gens, leur bénévolat. On a cette chance, alors ça je ne sais pas si c'est réplicable, mais sur ce petit territoire de 14 000 habitants, on a 650 associations actives, ce qui a priori est à peu près 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Et c'est vrai que pour nous, c'est une grosse chance d'avoir tous ces gens qui ont envie de donner du temps pour les autres. D'ailleurs, quand on regarde aussi en termes d'élus locaux, sur une communauté comme ça, on a 449 élus municipaux. C'est-à-dire qu'un adulte sur 25 en âge d'être de l'être est élu municipal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est quand même un bataillon de gens qui sont bénévoles ou quasiment bénévoles pour l'immense majorité d'entre eux, qui ont juste envie de donner du temps pour participer à ce genre de choses. Donc parmi les chauffeurs bénévoles, vous avez beaucoup d'élus municipaux qui prennent le volant eux-mêmes parce qu'ils sont à la fois élus municipaux et associatifs. Donc je pense qu'il y a là aussi des choses qui existent aussi dans le même esprit sur beaucoup de territoires. Et c'est ça qu'il faut arriver à, je dirais, émuler, à faire fonctionner. Oui, moi je pense que, en tout cas, vouloir appliquer les choses, les solutions urbaines sur les territoires ruraux serait, à mon avis, une erreur, parce que les conditions ne sont pas du tout les mêmes, les moyens ne sont pas du tout les mêmes, etc. Par contre, d'un territoire rural à un autre, il y a énormément de choses qui peuvent nous inspirer mutuellement et qui peuvent se répliquer en effet. Merci beaucoup Jean-Luc Delpech. Alors parmi le bouquet de solutions, vous y avez fait allusion, mais vous avez mentionné le covoiturage. Ce qui me permet de me tourner vers Marine Bruno à ma gauche, puisque vous, Marine, chez ECOV, vous déployez des lignes de covoiturage dans les territoires peu denses, et vous visez surtout les trajets du quotidien. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer la démarche d'ECOV, pourquoi vous avez choisi de miser sur le covoiturage, à qui vous vous adressez, et en quoi est-ce que vous êtes différent d'autres acteurs qu'on peut imaginer, qui sont peut-être un
peu plus connu comme Blablacar, en tout cas dans sa version daily. Oui. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Donc, je travaille chez Ecov. Ecov, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On est labellisé ESUS. On est une entreprise à mission et on se définit comme un opérateur de lignes de covoiturage dans les espaces globalement ruraux et périurbains. Ecov, c'est né, donc c'est une entreprise qui est née autour d'une question qui est la suivante. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on arrive à remplir des trains de 300 places, des bus de 30 places et on n'arrive pas à remplir des voitures de 3 places ou de 5 places? Parce que de fait, aujourd'hui, le taux d'occupation moyen des voitures, c'est 1,6 tout déplacement confondu, 1,6 personnes tout déplacement confondu, 1,4 sur les déplacements du quotidien et 1,07 sur les déplacements domicile-travail. Donc les voitures sont très peu remplies, alors même que le taux d'occupation des voitures, c'est un levier vraiment structurant de décarbonation. Le SGPE estime que c'est à peu près 3,5 mégatonnes de CO2 d'ici à 2030. C'est à peu près 10% de l'effort à réaliser sur le transport de personnes d'ici à 2030, du coup. Le SGPE, le secrétariat général à la planification écologique. Voilà, oui, merci. Donc voilà, on s'attaque à cette question du taux d'occupation. Et la réponse, en fait, à cette question de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à mettre 3 personnes dans une voiture, c'est que la voiture, elle est intégrée dans un système socio-économique qui est différent des transports collectifs. Les transports collectifs, ils sont faits pour être partagés intrinsèquement dans la manière dont ils fonctionnent. La voiture, c'est pas du tout le cas. C'est complètement un autre système qui est pas du tout optimal et qui, du coup, mène à des inefficacités vraiment importantes, notamment en matière d'usage. Et donc, le principe des lignes de covoiturage, ce qu'on essaye de porter derrière, c'est qu'on veut transformer la voiture en transport collectif. On applique les codes des transports collectifs à la voiture pour augmenter structurellement son taux d'occupation. C'est ça l'idée. Et donc voilà, ça ressemble à ça. Concrètement, on déploie des lignes qui prennent la forme d'arrêts vraiment matérialisés sur la voie publique, qui sont vraiment similaires à des arrêts de bus. Enfin, c'est vraiment l'idée. Donc, on opère ces lignes de covoiturage pour le compte des collectivités locales. On répond à de la commande publique. Nos clients, c'est les collectivités, ce pas nos usagers. Donc, on opère actuellement une 60aine de lignes en France pour des communautés de communes, des communautés d'agglomération, parfois des régions, des métropoles, des syndicats mixtes. Une ligne de covoiturage, ça marche... donc ça, c'est le modèle d'une ligne de covoiturage un peu express qu'on voit à l'écran. Donc en tant que passager, j'arrive le matin, par exemple, j'arrive à l'arrêt. Il y a une application qui est l'application locale de mobilité. On est complètement en marque blanche. Donc, par exemple, ici, en Île-de-France, c'est Île-de-France Mobilité. Autour de Rennes, c'est Start. Grenoble, c'est M-Covoit Ligne Plus. Enfin, voilà. Donc, je dis, je suis à l'arrêt. Et les conducteurs qui sont inscrits au service, qui sont des particuliers, qui vont travailler, qui vont faire des démarches administratives, qui se déplacent, peuvent me prendre sur leur chemin et me déposer à l'arrêt d'après. Ça marche comme ça. En tant que conducteur, du coup, je pars de chez moi, je déclenche donc cette même application, je me mets en mode conducteur et je dis aujourd'hui j'ai 3 sièges libres dans ma voiture parce que peut-être que j'ai un enfant à côté. Voilà. J'ai 3 sièges libres, voilà ma destination, je passe donc par ces arrêts-là et je peux emmener 3 personnes. Voilà. Ça marche comme ça, on a à peu près en moyenne sur l'année 2025 une fréquence, un temps d'attente de 4 minutes aux arrêts. Et 97% des trajets et un temps d'attente de moins de 10 minutes. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser les capacités de transport qui sont existantes, c'est-à-dire les sièges libres dans les voitures en circulation, pour créer un service qui soit vraiment alternatif à la voiture individuelle. Donc ça, par exemple, voilà, on reprend vraiment les codes des transports collectifs. Ça, c'est le réseau de lignes de covoiturage qui est autour de Grenoble. Ça, c'est le réseau qui est autour de Lyon. Et ça, c'est le réseau. Donc ça, en fait, c'est des configurations plutôt en pénétrante vers des agglomérations. L'objectif, c'est pas du tout d'entrer dans les villes. Dans les villes, il y a des modes qui fonctionnent vachement mieux,
sont beaucoup plus efficaces. La voiture, elle n'a pas du tout vocation à rentrer dans les villes, c'est rester en périphérie et après être lié à un tram, un RER, un métro, à des réseaux express vélo, enfin des choses comme ça. Donc ça, c'est des configurations un peu impénétrantes vers des métropoles. Le réseau de Rennes, il est un peu différent. C'est plutôt en couronne pour relier du coup les villes autour de Rennes qui sont aujourd'hui pas du tout reliées entre elles. On a aussi une deuxième forme de ligne de covoiturage, plus solidaire pour des territoires plus ruraux. Donc le fonctionnement, c'est donc il y a des appuis-boutons, comme on voit sur la photo. J'appuie sur la destination, enfin la ville qui correspond à ma destination, qui s'affiche sur un panneau lumineux. Et des voitures peuvent s'arrêter, me prendre, me déposer à l'arrêt encore d'après. Sur ce modèle-là, sur cette configuration, il n'y a pas de garantie départ. Sur le modèle que je vous ai montré précédemment, on vous garantit que vous partirez. S'il n'y a pas de conducteur, s'il n'y a pas de voiture qui arrive en bout de 10 minutes, on envoie un taxi. Donc ça permet, notamment au début de l'installation de la ligne, un peu de briser les derniers freins au report modal. C'est que les gens sont sûrs de partir. Ça rassure vachement. Dans cette première forme de covoiturage aussi, de ligne de covoiturage, il y a une assistance usagée. C'est-à-dire, j'ai certaines de mes collègues basées à Lyon qui, tous les matins et tous les soirs, suivent en direct les usages, appellent les usagers lors de leur premier trajet pour leur expliquer, les rassurer. Ils sont disponibles s'il y a un souci pendant le trajet, etc. Cette forme de covoiturage solidaire, c'est beaucoup plus léger. C'est un panneau lumineux avec des appuis-boutons. Et ça fonctionne beaucoup avec de la solidarité territoriale. C'est dans les territoires où il n'y a pas forcément besoin d'assistance, de garantie départ, d'assistance usagée. Ça fonctionne très bien. Et il n'y a pas forcément besoin de plus. Voilà. Et donc, la différence avec le covoiturage qu'on connaît peut-être un peu plus comme Blablacar Daily ou Caros, peut-être que vous connaissez, c'est qu'avec ces systèmes-là, il faut prendre rendez-vous avec un passager ou un conducteur, on fixe un lieu de rendez-vous et on se déplace ensemble. L'idée là, c'est du spontané. On arrive à l'arrêt et puis on se fait embarquer sans prendre de rendez-vous en amont. Et on partage un segment de trajet. C'est pas un trajet de porte à porte. Et ça, c'est ça qui est intéressant et qui, du coup, permet de basculer la voiture dans le monde des transports collectifs parce que ce qui caractérise les déplacements en voiture, c'est justement ça. Je pars de chez moi en voiture, j'arrive à ma destination. Une ligne de bus, en fait, il y a des segments de trajet mutualisables. C'est un peu ça. Et c'est l'offre qui crée la demande et pas l'inverse. Et de cette manière-là, on passe vraiment dans un autre monde, quoi. C'est l'idée. Alors, merci. Marine, vous nous disiez que vos clients, ce ne sont pas les habitants, les citoyens, c'est les collectivités. Donc, vous opérez des lignes depuis 2018. C'est quoi les grandes leçons que vous tirez sur la mobilité en ruralité et dans la relation avec les collectivités, les collectivités avec lesquelles vous travaillez depuis 2018, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas, à quelles conditions? Ouais. Effectivement, on opère des lignes depuis 2018. En 2018, on n'était pas du tout là où on est aujourd'hui. En fait, c'est énormément d'années d'apprentissage, on teste, on voit que ça ne fonctionne pas, on recommence. C'est vraiment... Enfin, la transformation de la voiture en transport collectif, l'application de ces recettes-là, c'est beaucoup de travail et en fait, on est encore en processus d'apprentissage. Aujourd'hui, aucun de nos réseaux actuels, on est une soixantaine de lignes aujourd'hui en France, aucun n'a atteint la maturité totale. Donc on est encore en apprentissage. Ce que ça nous apprend, beaucoup de choses. Déjà, quand on déploie une ligne, donc d'abord, on a compris qu'en fait, il faut d'abord constituer une offre de sièges libres. C'est ça qui va permettre après aux passagers, quand ils arrivent à l'arrêt, de se dire, très bien, en fait, je peux me faire emmener en moins de 10 minutes. Donc, quand on ouvre une ligne, on ouvre d'abord au conducteur. On constitue une offre de sièges libres sur le territoire. Donc, en phase de montée en charge, il y a ce qu'on appelle pour les lignes express. Je parle vraiment des lignes express, donc plutôt de ce type-là. On rémunère les conducteurs qui mettent leur siège libre à disposition. En général, autour de 1 euro.
parce qu'ils voilà, ils mettent leur siège libre à disposition, ils constituent une offre de mobilité sur leur territoire. Et c'est assez légitime au début de les rémunérer pour ça. Et puis ensuite, quand on a constitué une offre conducteur, on ouvre aux passagers. Et là, idem, les conducteurs sont rémunérés en plus s'ils prennent des passagers. Et en fait, la vraie difficulté à l'échelle d'un réseau, dans la phase de montée en charge, c'est de convertir des conducteurs en passagers. Constituer une offre conducteur, c'est un défi, mais c'est pas tant un souci que ça. C'est parce qu'en tant que personne qui prend sa voiture tous les matins depuis 20 ans, mettre ses sièges libres à disposition, c'est un pas vraiment moins grand que de dire aujourd'hui je laisse ma voiture au garage, je deviens passager d'une ligne de transport, d'une ligne de covoiturage et j'attends un arrêt, j'ai jamais fait. Donc, c'est pour ça qu'on accompagne toute cette phase-là de transition entre devenir conducteur et passager. Et on a mené des études assez poussées là-dessus sur qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un conducteur passe passager, voire même, parce que du coup, on pense que le nouvel horizon des politiques publiques, c'est aller jusqu'à la démotorisation. Alors, à ce stade, on est plutôt dans la multidémotorisation. On observe à peu près entre 10 et 20% de multidémotorisation, c'est-à-dire des gens qui utilisent les lignes de covoiturage et qui revendent leur véhicule ou qui ne remplacent pas un véhicule tombé en panne. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Mais du coup, du passage de conducteur à passager, on voit que c'est au contact de passagers convertis, de plusieurs contacts, 1, 2, 3 trajets, que des conducteurs se disent « Allez, ce matin, je passe le pas, je laisse la voiture au garage et je vais à un arrêt. » Voilà, ça c'est assez intéressant. En termes de changement de comportement, c'est assez structurel. C'est beaucoup... on observe globalement en termes de données, si je puis dire, pas mal de... en général, on est sur les réseaux les plus matures, entre 10 et 30% des actifs concernés par la ligne, c'est-à-dire qui habitent proche des arrêts. On est entre 10 et 20% de part modale sur les actifs concernés. Et ça descend à peu près 10% sur les réseaux avec un peu moins de potentiel. Mais sur ces réseaux avec un peu moins de potentiel, c'est le cas par exemple du réseau de Rennes, on est à une part de marché, c'est-à-dire une proportion du covoiturage intermédiaire qui est à peu près de 90%. C'est-à-dire 90% des gens qui covoiturent via une solution, soit Blablacar ou autre, en fait, ils covoiturent grâce à la ligne de covoiturage. Donc, ligne de covoiturage, c'est, entre guillemets, la contrainte, c'est que du coup, c'est pas partout. On peut pas, c'est pas toutes origines, toutes destinations. C'est vraiment le principe. On concentre les flux. Mais du coup, sur les axes, il y a un fort taux de covoiturage. Voilà. Il y a quelque chose aussi, une dernière dimension, c'est le lien social. C'est hyper important et intéressant. Il y a beaucoup de gens qui font ça aussi parce que en fait c'est parler à des gens tous les matins. L'autosolisme, c'est un problème de congestion, d'émissions de CO2, etc. Mais c'est aussi un problème d'isolement et ça compte beaucoup pour les usagers et les usagères. Ça. Et dans votre réponse, on retrouve cette question d'une discussion de personne à personne, du bouche à oreille pour entraîner le passage à l'action petit à petit, quoi. On en revient là, il y a un côté ce dénominateur commun qui reste là malgré tout. Dernière question, Marine. Pour vous, c'est quoi les grands défis de demain sur le sujet de la mobilité en ruralité ? Sur quoi est-ce qu'on doit absolument progresser si on veut aller vers la décarbonation sans pour autant créer de l'exclusion ? Oui. Il y a un enjeu de construction je pense de construction d'un réseau vraiment alternatif à la voiture individuelle en dehors des centres-villes. Là, aujourd'hui, les villes-centres, les grandes villes notamment, on a investi beaucoup et ça fonctionne. On le voit, il y a vraiment une part la part de la voiture diminue vraiment fortement. C'est pas encore le cas du tout ailleurs. La voiture, c'est encore 80% des kilomètres parcourus en France. Donc il y a un vrai enjeu. Nous, on dit globalement que c'est intéressant de structurer la mobilité avec une colonne vertébrale composée de modes fréquents, parce que c'est un déterminant majeur de report modal, c'est-à-dire si
j'ai un mode qui passe toutes les 10 minutes, et ben, je suis vraiment fortement incitée à réduire la voiture individuelle. Donc, quand il y a un flux très important qui permet de remplir un véhicule de 300 places qui passe toutes les 10 minutes, il faut mettre du train. C'est vraiment ça qui est le plus pertinent. Quand j'ai un flux qui me permet de remplir une ligne de car de 30 places qui peut passer toutes les 10 minutes, moi, je peux mettre une ligne de car express, par exemple, une ligne de car régionale. Si j'ai un petit flux qui me permet de remplir un véhicule de 3 places qui passe toutes les 10 minutes, eh ben, je peux mettre une ligne de covoiturage. Et de cette manière-là, on peut mailler le territoire de mode assez fréquent. Et pour rebondir avec votre intervention, tout ça, évidemment, c'est complémentaire du transport à la demande, du transport solidaire, des réseaux express vélo, des véloroutes. Ça, c'est une colonne vertébrale un peu structurante et très qualitative. Évidemment, il y a d'autres modes qui s'articulent autour. Mais du coup, si on reste là-dessus, par exemple, sur la région Bretagne, ici, c'est les flux qui justifient du RER métropolitain. Ici, c'est les flux qui justifient des lignes de car express. On voit qu'on commence à mailler un peu plus finement et aller un peu plus loin. Et ici, c'est les flux qui justifient des lignes de covoiturage, c'est-à-dire de si on utilise les capacités latentes, c'est-à-dire les sièges libres des voitures. Et donc voilà. Et il y a juste un dernier point, c'est sur les politiques publiques de mobilité. On parle beaucoup d'électrification, mais on ne fait pas le lien aujourd'hui dans la manière dont on conçoit la transition du parc automobile avec l'usage des voitures. C'est assez fou quand même quand on y pense, en termes économiques, qu'on pense au renouvellement du capital sans se poser la question de son usage. Et en fait, intellectuellement, ça ne s'applique à aucun autre secteur qu'à la voiture de penser comme ça. Et donc, il y a un vrai intérêt aujourd'hui à lier les politiques d'électrification et les politiques d'amélioration, d'optimisation de l'usage. Et on pourra en reparler plus en détail si besoin, mais voilà, c'est une piste de réflexion. Merci Marine Bruno pour ces réflexions. Je me tourne à présent en ligne, déjà pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent en ligne que vous pouvez poser des questions. On y répondra par la suite. Et avant ça, justement, en ligne, je souhaite donner la parole à Anaëlle Bendélé. Donc, Anaëlle Bendélé, vous êtes chargée de mobilité à la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg. Vous représentez une communauté de communes, d'ailleurs, qui a travaillé avec ECOF par le passé, donc ça nous fait la transition. Est-ce que vous pouvez nous parler, Anaëlle, des spécificités du territoire de la vallée de Kaysersberg? Quelles sont les contraintes structurelles fortes que vous y rencontrez sur les questions de mobilité sur le territoire? Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc Anaëlle Bendélé, en effet, je suis responsable des projets mobilité durable de la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg. Alors, il y a un vrai écho, je ne sais pas si c'est normal. Peut-être que si tu coupes le son là. Est-ce qu'il y a toujours un écho? On va voir, merci. Alors, avant de parler d'actions concrètes, je pense qu'il est important de commencer par le territoire de la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg parce que la ruralité change profondément la manière de penser la mobilité. Hein, on en a parlé déjà ce matin. Donc, la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg, c'est un territoire rural alsacien situé à proximité de Colmar qui est composé de 8 communes pour environ 17 000 habitants. Nous avons une géographie particulière entre montagne et vignoble, avec un habitat qui, selon les communes, peut s'avérer très dispersé. Et cette configuration territoriale, elle crée des réalités qui sont très différentes. Certains habitats sont proches de pôles d'activité, mais d'autres sont plus enclavés avec donc beaucoup plus de contraintes. Cela entraîne des inégalités d'accès importantes qui sont liées à la fois à la résidence, mais elles peuvent être aussi liées à l'âge, au niveau de ressources ou encore à l'autonomie des personnes. Donc finalement, on voit bien que parler de la mobilité, c'est pas juste parler de transport, hein, mais et aussi que dans un territoire rural, la mobilité n'est pas une option, c'est une vraie condition de vie.
Autre caractéristique de notre territoire, il est fortement touristique quand même avec plus de 7000 lits marchands sur le territoire. Ça signifie qu'on doit aussi penser la mobilité à une double échelle, donc pour nos habitants du quotidien, leur vie quotidienne, mais aussi pour les visiteurs, avec des flux saisonniers qui peuvent fortement impacter les centres-bourgs, le stationnement et aussi les axes de circulation. Donc, dans ce contexte, la mobilité durable au sein de notre territoire, c'est pas seulement un enjeu environnemental ou encore un enjeu social, mais c'est aussi un enjeu d'attractivité territoriale. Depuis 2021, la CCVK est autorité organisatrice de la mobilité, ce qui fait que son rôle change profondément la posture. Hein, il est déterminant, il permet de passer un peu d'une logique subie à une logique stratégique. Être AOM, c'est pas uniquement organiser les transports, mais c'est vraiment penser l'ensemble de l'écosystème des mobilités sur le territoire. L'enjeu, c'est aussi de pas simplement opposer des modes de transport ou en supprimer, et supprimer d'ailleurs la voiture, ce qui serait irréaliste dans un milieu rural comme le nôtre, où on observe quand même une forte dépendance à la voiture et où on est obligé de conjuguer avec ce mode de transport. Mais l'objectif pour nous, en tant qu'AOM, c'est plutôt de construire un bouquet de mobilité, de permettre de diversifier les solutions et de réduire donc l'autosolisme, c'est-à-dire la voiture, l'utilisation d'une voiture individuelle. Voilà. D'ailleurs, l'autosolisme, pardon, il peut être choisi, mais aussi subi, parce que beaucoup d'habitants utilisent leur voiture seuls, non pas par choix, mais aussi par absence d'alternative qui soit suffisamment crédible pour eux. Dans notre vallée, par exemple, en habitant au village du Bonhomme, il n'est pas aussi simple de se rendre facilement sur son lieu de travail à des horaires de bureau, par exemple, en transport en commun. Et donc, la voiture peut s'imposer comme étant l'unique solution ou l'une des uniques solutions. Concrètement, donc sur le territoire, la CCVK offre un bouquet de mobilité varié. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on propose notamment du covoiturage avec des incitations financières pour encourager les trajets partagés, notamment domicile-travail. On propose également un service de location longue durée de VAE pour nos habitants. On poursuit le déploiement d'infrastructures cyclables qui répond à une demande croissante. À l'heure actuelle, on a déjà un maillage de 31 km de pistes cyclables, mais l'objectif est de le compléter et de vraiment réussir à relier le bas de vallée au haut de vallée, puisqu'aujourd'hui, on voit une vraie scission entre les deux. On a également un certain nombre d'actions de sensibilisation aux mobilités douces. On propose un service de transport à la demande en porte-à-porte. On a également un travail sur l'information mobilité, qui est très important. On peut aussi évoquer, on en a un petit peu parlé avant, mais une approche de mobilité inversée. Sur notre territoire, on a un bus itinérant France Service qui transite de commune en commune et qui permet de rapprocher les services aux habitants, ce qui est particulièrement intéressant en ruralité, parce que parfois c'est plus efficace de simplement déplacer le service que de multiplier le déplacement des habitants. Mais en complément de tout ce bouquet, la CCVK aujourd'hui travaille sur la mobilité électrique, ayant adopté son schéma directeur d'infrastructure de véhicules électriques l'année précédente. Elle travaille également sur la mobilité inclusive, étant lauréate de l'AMI TEMI du programme Teams depuis septembre 2024. Elle travaille sur la mobilité touristique ou encore à l'élaboration de son PDMS, plan de mobilité simplifié, au courant de cette année. L'une des méthodes qu'on suit, c'est la concertation. On a fait le choix de pas construire une politique de mobilité qui soit uniquement de manière descendante, mais d'opter pour une méthode très participative, parce que la mobilité touche finalement directement le quotidien des habitants, et parce que les besoins réels sont parfois finalement très différents de ce que l'on peut imaginer dans une approche
qui serait purement technique. Donc finalement, on se rend compte que les solutions les plus efficaces sont celles qui partent des usages réels. Et dans le cadre donc de notre AMI TEMI, donc territoire à écomobilité inclusive du programme Teams, qui permet de travailler à la fois sur notre mobilité durable, mais aussi sur l'inclusion. On a mis en place toute une démarche participative structurée avec une volonté forte qui est de garantir une vraie représentativité du territoire. Donc, on a associé un panel diversifié qui comprend des habitants tirés au sort donc sur liste électorale, mais aussi des acteurs économiques du territoire, des associations locales et des partenaires institutionnels. Et 4 groupes actions-projets donc ont été constitués partant des constats d'un diagnostic de la mobilité durable et inclusive qui a été fait en amont. Un premier groupe de travail sur la voiture autrement, c'est-à-dire voilà, il s'agit de favoriser déjà l'accès à la voiture à ceux qui ne peuvent pas en posséder, mais aussi d'éviter l'achat peut-être d'un véhicule supplémentaire pour ceux qui en possèdent déjà un. Donc un ensemble de réflexions sur de l'autopartage, par exemple. Un deuxième groupe sur la mobilité de la jeunesse. On s'est rendu compte que c'est un public qu'on touche moins sur notre territoire et que les jeunes doivent pouvoir parcourir la vallée plus librement. Hein. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils doivent faire des dizaines de kilomètres pour accéder à des formations, un emploi, des activités extrascolaires et qu'on ne propose pas assez de solutions de mobilité à ce public. Un troisième groupe sur le transport solidaire pour créer plus de liens sociaux sur notre territoire et ça pourrait être un levier important pour mutualiser les trajets, limiter l'autosolisme et favoriser des pratiques de mobilité plus durables. Et enfin, un dernier groupe sur l'accès à l'information puisqu'on s'est rendu compte que de nombreux habitants ne connaissent pas ou connaissent mal finalement les solutions qui existent déjà, qui sont déjà proposées. Et à cela s'ajoute aussi une fracture numérique qui renforce aussi des inégalités d'accès à l'information entre nos habitants. Les résultats de cette concertation sont divers. Déjà, une meilleure compréhension des freins réels. Hein. Par exemple, l'importance de la lisibilité des offres ou de la difficulté pour certains publics d'accéder aux outils numériques. Ensuite, une meilleure acceptabilité des projets aussi, hein, puisque lorsque des habitants participent à la construction de solutions, ils se les approprient davantage. Et finalement, cette concertation, elle permet de créer aussi une vraie dynamique territoriale qui se veut durable, puisque finalement, chacun devient acteur des mobilités. Dernier point essentiel que je souhaite soulever, c'est que la mobilité ne s'arrête pas aux frontières administratives. Finalement, les habitants ne vivent pas dans les limites de leur commune. Ils se déplacent dans des bassins de vie beaucoup plus importants et les déplacements quotidiens dépassent largement les limites communales ou même intercommunales. Donc, ça implique aussi de penser la mobilité, non pas à l'échelle d'une commune ou même d'une intercommunalité, mais plutôt à l'échelle d'un vrai bassin de vie. Et c'est là que la Comcom, en tant qu'AOM, peut aussi jouer un rôle finalement important de coordination déjà avec toutes les communes membres, mais aussi d'articulation, par exemple avec la région, notamment en matière de transport collectif, de coopération avec les EPCI voisins, notamment même à l'échelle du département. On a beaucoup d'échanges à l'échelle du département en matière de mobilité et de dialogue avec les acteurs économiques et associatifs du territoire. Sans une gouvernance comme ça partagée, on risque de créer aussi une politique qui est plus fragmentée et qui est peu lisible pour les habitants. Il faut s'adapter à leur mode de vie. Voilà. Donc pour conclure, je dirais que le défi d'une intercommunalité rurale comme la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg, c'est pas de reproduire des modèles urbains, pas du tout, mais c'est d'inventer vraiment des solutions qui soient adaptées aux besoins du territoire. Donc chez nous, à l'habitat dispersé, à une dépendance forte à la voiture, à laquelle on ne peut pas forcément lutter, à l'attractivité touristique également, et aux enjeux de transition écologique auxquels on tient énormément. Et la mobilité en ruralité, elle peut réussir finalement seulement si elle est suffisamment pragmatique, si elle est suffisamment inclusive et co-construite. Voilà, merci beaucoup. Donc, je rappelle en
ligne, mais également dans la salle. Si vous avez des questions, préparez-les. Je vais commencer pour ma part, c'est ce bal des questions, en vous interrogeant notamment nos deux représentants de communautés de communes ici, Mme Mendele et M. Delpech, pour vous parler le nerf de la guerre, l'argent. Monsieur Delpech nous avait dit que le budget était passé en quelques années de 2,2 millions à 22 millions, donc x 10. Je ne sais pas ce qu'il en est du côté de la communauté de communes de Kaysersberg. Est-ce que le budget s'est musclé aussi sur ces sujets-là? Comment, en tout cas, est-ce que vous arrivez à arbitrer vos choix? Parce que tout ce bouquet de solutions dont vous nous avez tous les deux parlé, ça coûte de l'argent. Et du coup, comment est-ce que vous arbitrez vers telle ou telle solution? Est-ce qu'il y a des projets que vous avez souhaité mettre en œuvre et en fait vous avez dû y renoncer parce que vous ne vous y retrouviez pas d'un point de vue financier? Enfin, comment est-ce que vous intégrez cette contrainte financière dans le développement de vos offres de mobilité respectives? Commence qui veut? Oui. Annelle, En effet, c'est vrai que la question financière reste importante. Je peux évoquer le cas de notre solution de covoiturage sur notre territoire. La communauté de communes de la vallée de Kaysersberg travaillait auparavant notamment avec Ecov avec la mise en place donc d'une ligne structurante de covoiturage. Et aujourd'hui, les élus de notre territoire ont fait le choix de stopper la collaboration avec Ecov et donc cette ligne structurante et de passer à un partenariat avec Blablacar Daily, notamment, et la raison numéro 1 était la question financière, donc pour une question financière, puisque le reste à charge pour la communauté de communes était très important auparavant, donc avec la ligne structurante, et que les coûts ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui avec Blablacar. Donc, c'est par exemple des arbitrages tels que celui-ci qui s'imposent pour réduire parfois le reste à charge pour une communauté de communes. Les élus, on est constamment obligé aussi de regarder quels sont les autres moyens, qu'est-ce qui se fait ailleurs, de quelle manière on peut réduire telle assiette, etc. Sachant que tout en voulant continuer d'offrir un bouquet de mobilité qui soit suffisamment large, qui soit suffisamment diversifié, avec notamment nous, pour le coup, toujours encore des projets d'infrastructures cyclables qui eux ont un coût aussi très très important. Donc voilà. En ce qui nous concerne, je précise que les évolutions, disons, de budget dont j'ai parlé se portent beaucoup sur d'autres compétences. En matière de mobilité, il se trouve qu'au moment où la compétence mobilité est passée des départements aux régions, notre région Bourgogne-Franche-Comté nous a proposé de reprendre à son compte le transport scolaire, dont j'ai dit tout à l'heure que c'était notre première activité. On avait sur ce transport scolaire un reste à charge de 350 000 € par an au niveau de la communauté de communes. Et du coup, on a suivi cette proposition de la région. Et les 350 000 € qu'on a donc économisés, on les a consacrés au développement de toutes les activités de mobilité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc cela s'est fait, disons, sans augmentation globale du budget consacré à la mobilité. Et puis au niveau de chacun des services, on a veillé à ce que ça reste extrêmement abordable. On a un service de transport à la demande dont je n'ai pas parlé, c'est 2 € par aller ou par retour, ce qui reste modique. Sur les navettes rurales de proximité dont j'ai parlé tout à l'heure, la tarification est laissée aux communes, mais en général c'est 1 € par voyage. Sur le vélo, en fait, notre seul investissement, c'est le balisage dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui est un investissement beaucoup moins élevé que s'il s'agissait de tracer des pistes cyclables. Et ainsi de suite. Donc on a finalement pour l'instant un reste à charge extrêmement faible en matière de mobilité. La principale évolution récente qui a un coût, c'est qu'on a créé un poste de conseiller en mobilité, car comme ça a été justement dit, notamment par Anaël, un des enjeux principaux est que les gens aient connaissance en fait, de l'offre qu'il aurait apportée. Surtout quand il s'agit de bouquets
forcément il y a de la complexité. Et on a beau avoir mis ça, disons, sur différents supports, s'il n'y a pas une démarche active, en fait, qui consiste à dire aux gens quelle est votre question de mobilité. Et vous pouvez venir au service de la communauté de communes où on peut aller vous rencontrer pour décortiquer avec vous, voilà, est-ce que c'est un problème domicile-travail, est-ce que c'est un problème d'une autre nature, et on va prendre avec vous les choses en main et on va vous dire, ben, voyez, dans ce cas-là, vous avez tel ou tel service. Et ça, c'est fondamental parce que sinon, vu que disons, les moyens évoluent assez vite et que les gens sont tellement habitués à la voiture que si on n'a pas cette démarche active, en fait, les choses ne suivent pas. De la même façon, quand on parle de vélo, il ne s'agit pas simplement de trouver des itinéraires cyclables, il faut développer un système vélo dans lequel on va voir, alors nous on a donc un atelier d'autoréparation de vélo complètement équipé où les gens peuvent venir et ils sont aidés par une association qui le fait gracieusement, mais c'est ouvert 3 demi-journées par semaine. On a également des ateliers qui vont dans les villages en tournant et qui disent aux gens, bah, si vous avez une question de vélo, on va en parler ensemble. On a sur les marchés des stands mobilité où on est à l'écoute des habitants. Donc voilà, le coût, il est pour nous surtout un coût d'animation, parce que si on multiplie juste les infrastructures ou les services, il est très probable que beaucoup de gens vont passer à côté et qu'on ne va pas arriver à avancer. Et pour l'instant, nous n'avons pas, ce qui serait la réponse la plus simple à la question posée, c'est que la loi a prévu ce qu'on appelle le versement mobilité transport, qui consiste à ce qu'on fixe un taux de prélèvement sur les masses salariales des employeurs de 11 salariés et plus. Donc on peut décider, la communauté de communes par simple délibération peut dire qu'elle met un taux qui va entre, je crois, 0,15% de cette masse salariale à 0,8%. Et ensuite, ceci est versé directement à l'autorité de mobilité. Et du coup, ça permet de financer ces transports. Nous, pour l'instant, on n'a pas levé ce prélèvement parce qu'un grand nombre de nos gros employeurs du territoire sont des établissements sanitaires et sociaux, donc des centres hospitaliers, des EHPAD, des maisons pour personnes handicapées, etc. On sait que tous ces employeurs-là, ils sont sur la corde raide en termes de finances, disons de financement en général. Et si on leur met ne serait-ce que quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros à payer en plus, et on sait que ça peut être fatal pour eux. Donc jusqu'à présent, on a décidé de ne pas lever ce versement. On réfléchit, enfin je pense que les élus du prochain mandat y réfléchiront à nouveau, réfléchissons comment, si on devait le lever, on pourrait aider les établissements sanitaires et sociaux spécifiquement pour que soit il y ait une forme de compensation chez eux en fait de cette dépense nouvelle, soit qu'il y ait des services très spécifiques qui leur soient apportés de façon à ce qu'ils aient directement une rentabilité, je dirais, à ce prélèvement. Mais voilà, on est dans un monde où les entreprises sont fragiles, où les habitants sont fragiles eux-mêmes, en fait, dans beaucoup de cas, on a des gens qui sont, s'ils ne prennent pas la voiture, en fait, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, en fait, tout simplement de la prendre. Et un des enjeux principaux de ce dont on parle, c'est la question du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre, qui en milieu rural est beaucoup plus compliqué, en fait, cette question, qu'on imagine en général, quoi. Donc on essaie vraiment de faire des choses qui soient les plus sobres possibles, à la fois pour les usagers et pour les organisateurs de la mobilité. Marie, vous avez peut-être une réaction sur cette question de la contrainte financière que vous voyez chez les collectivités avec lesquelles vous échangez et travaillez? Oui. C'est une vraie question. Le principe des lignes solidaires que j'ai montré avec les appuis boutons, ça peut aller en coût de fonctionnement. C'est vraiment variable d'un territoire à un autre, de l'ambition de la collectivité, des configurations territoriales, mais de quelques milliers par an à quelques centaines de milliers, ça dépend vraiment. Ça peut être vraiment des charges importantes. Nous, ce qu'on essaye de pousser là depuis pas mal de temps, c'est l'implication de l'échelon régional aussi dans les politiques liées à la route. Historiquement, l'échelle régionale, parce que c'est une compétence historique, c'est beaucoup concentré sur le ferroviaire, mais donc de fait exclut beaucoup de territoires qui ne sont pas concernés et qui ne peuvent pas encore l'être en tout cas. Donc voilà, on essaye de monter des projets maintenant avec l'échelle régionale qui permet aussi d'avoir, comme elle a un peu elle a une vision plus large, d'accélérer aussi la mise en place des projets et de contribuer à la faisabilité financière pour les collectivités. Je voulais juste
vraiment très rapidement réagir sur l'information et le besoin vraiment de mettre en lumière ce qui se passe sur le territoire, de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne, etc. Nous, on s'est rendu compte, c'est un retour d'expérience que j'ai oublié de mentionner, que c'est fondamental. Et du coup, j'ai des collègues sur le terrain qui tous les jours sont au contact des usagers. On organise des petits déjeuners aux arrêts, des after-work avec les communautés autour des lignes, justement pour que les gens apprennent à se connaître entre eux, comprennent vraiment le fonctionnement du service. Ils ont le numéro de mes collègues qui localement gèrent, ils s'appellent, etc. C'est vraiment important. Et sur ce travail d'animation de communauté, le rôle de la collectivité est aussi vraiment important. La collectivité qui prend part à ces efforts de communication, de pédagogie, parce qu'elle a localement un impact bien plus important que nous. On peut communiquer dans à la médiathèque, etc. Tout ça, c'est super important, donc on l'accompagne aussi avec des ETP dédiés. Merci. On a une question en ligne qui s'adresse à tous nos intervenants. C'est comment est-ce que vous mesurez le succès de vos projets et comment en faites-vous le suivi? Donc, je ne sais pas qui veut commencer à répondre. On peut dire que sur chacun des éléments du bouquet de services, on a des relevés assez précis en fait, du nombre d'usagers. Et on peut comme ça suivre régulièrement en commission mobilité et en conseil communautaire. On présente ces éléments. On encourage aussi les élus, puisque j'ai parlé tout à l'heure de cette chance d'avoir 400, presque 50 élus locaux. Ces élus sont des ambassadeurs de nos services. Et du coup, c'est pour ça que c'est important qu'ils aient eux-mêmes des retours sur les chiffres de fréquentation pour se rendre compte que, ben oui, là, il y aurait besoin de mieux souligner l'existence de ce moyen-là. Donc oui, on a des statistiques très précises. Et également, on le voit sur les fréquentations de nos services, puisque tout à l'heure on parlait des mobilités en mettant en évidence la diffusion de nos services sur le territoire. Et là, on suit, par exemple, on a plusieurs maisons France Service sur le territoire, et on suit également le développement de leur fréquentation, qui est un autre aspect de cette problématique. Et c'est essentiel pour nous pour se dire il faut mettre l'accent là-dessus, compléter par ceci ou par cela, et faire davantage de communication, donc il y a un suivi précis. Anaëlle, peut-être Oui, tout à fait. Je partage complètement. On a le même fonctionnement chez nous, des indicateurs de suivi sur le taux de fréquentation, voilà, des statistiques selon les services et les projets qu'on met en œuvre, qui sont soit mensuels, soit trimestriels ou semestriels, selon le cas. Mais en tout cas, ils sont ensuite rapportés donc en commission mobilité. En faisant un bilan donc soit mensuel ou trimestriel, etc. Et discuter donc ensuite en bureau, en conseil communautaire pour savoir quelles sont les suites. Un lien aussi que je peux faire avec la question précédente sur la question financière, c'est les expérimentations. C'est vrai que souvent, lorsqu'on veut lancer une nouvelle offre de mobilité ou qu'on veut lancer une nouvelle offre sur le territoire, on part avec une expérimentation sur un certain temps donné, ce qui permet de ne pas non plus engager trop d'argent tout de suite et de tester finalement l'usage de tel ou tel service et est-ce qu'il va aboutir ou est-ce que ça va vraiment prendre, est-ce que nos habitants vont l'utiliser, etc. Et ensuite, on fait donc le bilan avec donc les indicateurs de suivi qui nous permettent de se rendre compte effectivement. Et nous aussi, effectivement, c'est vraiment important dans l'impact de nos lignes. On récolte plein de données sur le temps d'attente moyen, le taux de recours à la garantie départ, le nombre de trajets covoiturés, le nombre de demandes passagers abouties, non abouties, le nombre de demandes conducteurs, etc. Qu'on transmet à la collectivité. Et à partir là-dessus, il y a un vrai enjeu de partage de données, de libre accès aux données des opérateurs vis-à-vis des collectivités et s'inscrire dans une démarche de service public. En tout cas, nous, c'est vraiment notre conviction. C'est aussi permettre
facilement à la collectivité de posséder ces données-là. Si elle veut changer d'opérateur, si elle veut, même pour piloter sa politique locale, c'est vraiment important. Donc voilà, et puis on mène aussi des enquêtes qualitatives sur le terrain avec des enquêtes auprès de nos usagères, assez régulièrement avec des questionnaires qui sont partagés aussi par la collectivité. Enfin, c'est important que la collectivité prenne part à ces démarches d'évaluation. Donc voilà. Merci. J'ai vu qu'il y avait une question, alors plein de questions au fond, formidable. Celle tout au fond, d'abord, ouais. Oui, bonjour, Françoise Mathieu, Collectif PAR. Je voulais signaler des initiatives qui sont zéro coût pour la société, 100% solidarité, mais qui passent peut-être au travers des enquêtes statistiques. C'est des initiatives entre habitants sur des réseaux WhatsApp, simplement pour dire, voilà, je suis dans les Cévennes, je suis à 2 heures de la grande ville, je vais ramener telle ou telle course pour tel ou tel voisin, ou transporter à telle ou telle gare un autre voisin qui lui-même, vraiment sur des boucles d'entraide réelles et qui partent d'initiatives spontanées et très riches socialement. Donc je partage pour les personnes en ligne la question remarque de membre du collectif Paysage après pétrole qui nous disait qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives qui passent sous les radars des statistiques avec des groupes WhatsApp entre habitants qui font des offres de services informels les uns les autres et qui donc contribuent à cette offre de mobilité en ruralité sans forcément qu'on puisse s'en rendre compte ou que ça se voit dans les chiffres. Il y avait d'autres questions? Ouais. Oui, Lucas Hernandez du Haut Conseil pour le climat. Pour rebondir sur la question du suivi et l'évaluation, est-ce qu'il y a des comptages ou des observations qui ont été faits ou qui vont être faits pour mesurer le taux de remplissage des voitures, notamment sur où il y a des lignes de covoiturage express, parce que c'est un des objectifs principaux d'augmenter le taux de remplissage. Et pour aussi, on sait que sur le covoiturage, il peut y avoir beaucoup d'effets d'aubaine, donc pour voir s'il y a une réévolution de ce remplissage de la voiture. Alors je relaye la question pour ceux qui sont en ligne. Donc Lucas Hernandez du Haut Conseil pour le climat qui demandait, j'ai l'impression que ça s'adresse surtout à Marine Bruno, mais peut-être que je peux me tromper, s'il va y avoir des études qui viendront attester du remplissage des voitures lors des trajets, puisqu'il peut y avoir quand même beaucoup d'effets d'aubaine. Question complémentaire, il y a le taux de remplissage, mais aussi la diminution finalement de l'usage de la voiture. Et ça, ça se mesure autrement peut-être. Donc, et le taux de remplissage des voitures et la diminution plus globale de l'usage des voitures. Qui souhaite répondre, qui se sent prêt? C'était peut-être pour Marine. Oui. Alors, la mesure du taux d'occupation, c'est un vrai angle mort des politiques publiques. Et en fait, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que les données que je vous ai transmises, 1,6, 1,0, 1,4, 1,07, c'est des données qui datent un peu, c'est les dernières données dont on dispose, mais dont la mesure est vraiment... le processus de mesure est assez sombre. Donc, c'est vraiment... aujourd'hui, nous, on pousse pour qu'il y ait une vraie politique nationale autour du taux d'occupation et ça passe par la récolte de données et la mesure des évolutions. Et c'est un peu compliqué parce qu'on s'attaque à un truc vraiment structurel qui nécessite un changement systémique. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous, ce que je disais, on essaye de mesurer l'impact sur justement la motorisation des ménages, sur le taux d'occupation à l'échelle de nos axes. On a 60 lignes de covoiturage en France qui sont à peu près sur 30 km, donc en fait, c'est pas du tout représentatif à l'échelle nationale. Donc voilà. Vinci Autoroute réalise régulièrement un baromètre du taux d'occupation, mais c'est sur l'autoroute, il y a pas mal de limites à ce baromètre. Donc voilà, ça ne peut pas vraiment faire l'objet de données exploitables dans le cadre de politiques publiques nationales. Donc c'est un peu un angle mort aujourd'hui, malheureusement. Et je voulais juste rebondir sur la remarque du paysage après pétrole, sur en fait, tout ce qui se passe de manière informelle. Aujourd'hui, le covoiturage intermédié, via une plateforme, via une ligne de covoiturage, c'est
fait, c'est moins de 10% du covoiturage à l'échelle nationale, on est d'accord. Et tout l'enjeu, quand on déploie une solution de covoiturage sur un territoire, c'est de générer du covoiturage additionnel. Et c'est tout l'enjeu et la problématique du secteur du covoiturage, c'est que, en fait, l'objectif, c'est pas de convertir des gens qui covoituraient déjà, qui peuvent ensuite bénéficier d'indemnités. Et c'est une vraie, en fait, générer de l'additionnalité dans la politique covoiturage, c'est ça l'enjeu. C'est de générer du report modal depuis la voiture individuelle. Il y a eu une enquête ADEME l'année dernière sur le covoiturage qui a malheureusement qui est passée à côté de ça, qui en fait ne permet pas de mesurer l'effet d'aubaine, qui n'a pas posé la question de est-ce que vous covoituriez déjà avant, qui est une question fondamentale quand on parle du covoiturage. Donc voilà, c'est vraiment important, cette question-là. Merci. J'avais vu encore une question, enfin, plusieurs questions dans le public. Alors, il y a des questions aussi en ligne, tout arrive par paquet. Donc, je vous propose d'essayer de regrouper les questions, histoire que tout le monde puisse avoir un bout de réponse. Donc, allez-y. Vincent Lucci de Copanam. Moi, j'espère futur conseiller municipal. Je voulais savoir sur les quelques 989 communautés de communes qu'il y a, vu que là vous parlez à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des communs, au sens un peu logiciel libre de ça, pour les analyses d'impact, et notamment ce qui n'a pas été dit ici et qui me semble important, c'est en fait la place de ces moyens de transport partagé par rapport au handicap au sens large, et notamment facteur mécanique de la grande vieillesse qui fait que les gens ne peuvent plus conduire. Est-ce qu'il y a des analyses d'impact qui ont été faites par rapport à l'usage et le besoin de transport en commun à ce niveau-là? Et est-ce qu'il y a des communs au niveau de l'État qui permettent de faire remonter ces statistiques pour l'ensemble des 1000 communautés de communes, qui feraient quand même peut-être des économies d'échelle et un commun partagé pour aller plus loin dans ces analyses? Donc la question de Vincent Luciel de Copanam, c'est est-ce qu'il y a des communs qui sont mis en œuvre, qui sont organisés pour faire remonter l'analyse d'impact à l'usage, et notamment aussi qui prennent en compte la question de la grande vieillesse et du fait que bien souvent en réalité il y a beaucoup de personnes qui au bout d'un certain temps ne sont plus nécessairement en capacité de conduire. Et comment est-ce que cela est pris en compte? Je vous laisse noter, vous les intervenants, ces questions. Je vous en ajoute certaines qui sont en ligne. Est-ce que vous avez des réussites ou des problèmes pour le passage à l'échelle? Est-ce que l'électrification est un enjeu particulier dans le développement des transports en commun en zone rurale, ou est-ce que le sujet n'est finalement pas une priorité par rapport au report modal? Électrification versus report modal. Et je pense qu'on aura le temps. J'avais une question à Linja Blanca de la Fondation Charles-Paul Mayer sur le prix demandé aux usagers, très rapidement, parce que vous l'avez très peu évoqué, il y a 2 € là sur des trajets, et savoir si ça a une incidence sur l'usage ou pas. Est-ce que quand c'est gratuit, c'est beaucoup plus employé? Oui, et Linja Blanca de la Fondation Léopold Mayer qui demande si le coût, les tarifs à l'usage ont un impact sur le comportement d'adoption et de consommation des usagers. Gratuité, faible coût moyen. Peut-être qu'on va... Là, je vous ai déjà bien assommé avec une série de questions assez diverses, donc je vais déjà vous laisser répondre. Eh bien, je vais prendre la relève. Alors, pour ce qui est des communs, il y a bien sûr beaucoup de réseaux de collectivités. Alors, notamment, il y a l'association des communautés de France, la DCF, qui essaye de permettre des échanges entre ses membres et qui petit à petit arrive à pouvoir partager certains éléments, mais ce n'est pas systématique du tout. Il y a également le CEREMA, qui est un des centres techniques qui a été créé par l'État et qui avait traditionnellement une compétence assez forte sur les questions de transport. C'est plutôt comment on faisait des routes et tout ça, puis petit à petit qui aborde ces questions. Mais il est évident qu'on n'en est encore qu'au début d'une prise en compte par certaines collectivités, loin d'être toutes d'ailleurs, parmi les 1000 à peu près, je ne sais pas le nombre exact qui sont AOM, donc Autorité Organisatrice de la Mobilité, mais le nombre est relativement limité.
Et donc il y aurait en effet un énorme travail à faire pour faire en sorte que les expériences se partagent davantage. Parce que comme on invente, eh bien, savoir comment les copains inventent de leur côté, ça peut être très précieux. Donc là, il y a un gros besoin. Et du coup, des réunions comme celle d'aujourd'hui vont dans ce sens-là. Mais sans doute, il y aurait des choses à penser de façon davantage organisée au niveau national, voire européen, sur ces questions-là. Il n'y a pas que la grande vieillesse, en fait, qui ne permet pas de prendre le volant. Il y a plein de gens qui ne prennent pas le volant. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas d'argent pour mettre dans le réservoir, soit tout simplement parce qu'ils n'ont pas le permis de conduire, et il y en a plus qu'on imagine, soit encore parce que les conditions météorologiques chez nous, il y a beaucoup de brouillard par exemple. Vous pouvez être en pleine possession de vos moyens, avoir de l'argent pour mettre dans votre voiture, sauf que vous n'osez pas prendre votre voiture quand il y a du brouillard parce que ça vous stresse, parce que vous n'y arrivez pas, vous êtes perdu, etc., etc. Vous pouvez vous être cassé une jambe ou un bras, etc. Enfin, le nombre de situations dans lesquelles on n'est pas en capacité de prendre sa voiture, ces situations sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on a classiquement. On pense que voilà, dès lors qu'on a 18 ans, automatiquement on a ce permis de conduire et que forcément on peut se déplacer en voiture. En fait, la réalité des choses est totalement différente. Et du coup, quand on travaille à tout ça, on ne travaille pas que pour les personnes âgées, ni pour les enfants, enfin les jeunes de moins de 18 ans, mais on travaille pour un nombre considérable de gens qui en fait sont très heureux de pouvoir remiser leur voiture ou leur absence de voiture, j'allais dire au garage, et de pouvoir profiter de ces moyens-là. Donc il faut vraiment qu'on ait ça en tête, on est conditionné comme si c'était automatique, que chacun soit en capacité de prendre le volant. Et puis sur l'électricité, moi je dirais, les usages se développent en milieu rural modérément. Disons, on est plus sur des recharges qui se font à la maison pour ceux qui ont des voitures. Après, c'est par rapport à la dimension touristique que la question peut se poser. Nous, comme notre collègue là d'Alsace, on est un lieu assez touristique où il y a des gens qui viennent régulièrement et pour lequel il faut effectivement avoir des bornes de recharge parce que sinon ils sont un peu perdus. Et tant que je parle de tourisme, je relève aussi ce qui a été dit pour la communauté de Kaisersberg. On a un gros intérêt à penser conjointement accueil et mobilité. C'est-à-dire de se dire, en fait, tous ces moyens qu'on développe pour nos habitants, ils sont aussi là pour les visiteurs. Et que, en fait, par exemple, quand on va chercher, mettons, une personne âgée à son domicile pour venir au marché, on part, mettons, de Cluny, on va dans un village et on ramène la personne. Souvent, on part à vide, on récupère la personne, on l'amène au marché, elle fait son marché, et après, on repart avec elle et on revient à vide. Mais en fait, on pourrait avoir très bien, quand on va vers le village, des visiteurs, des touristes, etc., qui, eux, prennent la voiture pour aller faire une randonnée, etc., pendant que la personne est au marché, la personne fait sa randonnée, et ensuite, quand on revient, on va pouvoir repartir avec le randonneur qui, lui, a fait sa boucle et qui revient. Donc, en fait, c'est des moyens qui peuvent être duaux, et du coup, ça donne du pouvoir de financement qu'on n'aurait pas si on était uniquement... Parce que, disons, le visiteur est réputé avoir, s'il est venu jusque-là, c'est sûrement qu'il avait prévu un petit peu de moyens, et ça ne va pas lui faire peur. Alors que pour les habitants, 1 euro ou 2 euros, ça peut être cher. Et donc chaque fois qu'on peut, entre guillemets, rentabiliser les moyens de transport en le mettant à la disposition des visiteurs, eh bien à la fois on améliore l'attractivité du lieu pour tout le monde, et en même temps on fait rentrer davantage de sous dans la même infrastructure. C'est pour ça que nous, on est en train de convertir en fait notre office de tourisme en un office de l'accueil et de la mobilité, qui est un lieu où vous êtes habitant du territoire, vous allez à cet endroit-là et vous pouvez consulter, retenir un billet, avoir un itinéraire qui vous est élaboré pour vous faciliter la vie de tous les jours, etc. Donc du coup, décloisonner la population des visiteurs et celle des habitants, ainsi que celle des résidents secondaires, celle des étudiants. On a la chance d'être un site étudiant. Donc il faut prendre en compte en fait toutes ces différentes situations et ces différents besoins de mobilité pour arriver à faire un truc qui finalement arrive à répondre à la plupart des besoins sans multiplier les moyens, mais faisant en sorte que les mêmes moyens servent à plusieurs types d'usages. Merci pour ce bouquet de réponses également. Anaël Bendele, est-ce que vous souhaitez compléter, apporter d'autres éléments?
Pas nécessairement, c'est vrai que c'est très complet ce que vient d'énumérer Monsieur Delpech, mais effectivement, nous, l'électrification, c'est plutôt un enjeu justement par rapport au tourisme. Sinon, c'est vrai qu'en milieu rural, il y a plutôt de la recharge à la maison, mais nous aujourd'hui, finalement, on est un territoire où on a beaucoup de demandes justement de la part de touristes et on n'arrive pas aujourd'hui à répondre. Et c'est pour ça que on a élaboré notre SDIRV cette année et que là, on est dans le travail sur l'installation et l'exploitation des bornes sur le territoire. Sachant qu'il faut toujours, bien que ça corresponde à notre territoire, on reste un territoire rural et il faut bien avoir cette dimension du besoin et de la réalité de notre territoire, c'est-à-dire pas forcément déployer trop de bornes qui seraient inutiles dans quelques années, quoi. Et voilà. Marine Bruno. Oui, très rapidement, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Effectivement, sur la vieillesse, en tout cas, globalement, l'incapacité à conduire, il y avait, je crois, une étude du Forum Vie Mobile qui disait que ça concernait près de 30% de la population. Donc, en fait, c'est vraiment important. Sur le prix et l'impact sur l'usage, aujourd'hui, toutes nos lignes de covoiturage, elles sont encore gratuites pour les passagers. C'est la collectivité qui rémunère les conducteurs. Aujourd'hui, dans la phase de montée en charge encore, dans laquelle on est, c'est important. À terme, à maturité, on pourra envisager un système effectivement, de contribution des passagers aux lignes de covoiturage. En fait, ça dépend beaucoup de la maturité du réseau. Sur le passage à l'échelle, au début, on était beaucoup dans des expérimentations avec une ligne à l'échelle d'un territoire. Aujourd'hui, on commence à plutôt déployer des réseaux, ce qui est vraiment intéressant en termes d'économie d'échelle. Ça coûte beaucoup moins cher à la ligne de covoiturage, si je puis dire. Pour un passage à l'échelle nationale, en fait, c'est plus globalement, ça renvoie au passage à l'échelle des politiques taux d'occupation à l'échelle nationale. En fait, il faut une impulsion. Une impulsion de l'État sur ces sujets-là. Le taux d'occupation, ça dépasse le seul sujet des lignes de covoiturage. Le taux d'occupation, c'est les infrastructures, via les voies réservées, via potentiellement des incitations au stationnement en fonction du taux d'occupation. C'est les services, c'est les véhicules. Aujourd'hui, on distingue la politique industrielle voiture de la politique transport collectif. En fait, les deux pourraient être en lien. Enfin, c'est très global. Un passage à l'échelle, ça nécessite une vraie politique assez systémique avec à la fois infra, services et véhicules. Donc voilà, c'est ça dont on a besoin en vérité. Sur le véhicule électrique, j'ai déjà mentionné l'intérêt de faire le lien entre l'usage et l'électrification. Voilà. Peut-être le temps pour une dernière question que j'avais vue. Ouais. Oui, si jamais, merci. Bonjour, Matsova, Institut Lebel. Je souhaite savoir comment est-ce que vous consultiez les citoyens pour connaître leurs besoins. Parce qu'il y a aussi là un double enjeu, d'être sûr qu'il y ait des personnes qui soient disponibles pour le futur projet de mobilité, et aussi l'enjeu de vraiment connaître, pour les modes de consommation qui sont non digitaux, vraiment d'accéder, moi je par exemple mon grand-père, si on lui demande de remplir un sondage en ligne pour connaître ses préférences de déplacement, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, est-ce que vous avez réfléchi ou votre retour d'expérience peut-être? Donc on a quelqu'un de l'Institut Eben qui nous demandait comment sont consultés les citoyens. Et on va peut-être prendre la dernière. C'est gentil. En fait, moi, j'ai pas eu vraiment. J'ai du mal à suivre l'histoire des politiques qu'il faudrait mettre en place parce que, je pense que vous allez essayer de condenser tout en très peu de temps. Et en fait, je me demandais même au-delà de ça, sur les infrastructures elles-mêmes, notre société en fait qui a été conçue pour la voiture. En fait, on en a pas du tout parlé ce matin, mais en fait, je pense qu'à terme, là, en fait, on s'adapte à quelque chose qui finalement n'est peut-être pas adapté à long terme, quoi. Donc, je comprends qu'on soit dans cette perspective au début parce que c'est long, mais après, voilà, est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à ça? On a une dernière question qui
qui interpelle un petit peu nos intervenants et puis toute la discussion qu'on a eue sur garder la centralité de la place de la voiture, en fait, globalement. Je déforme le propos ou pas? Ouais, non, c'est la question de l'organisation sociale de manière générale. Je pense que ça peut aller même au-delà de la voiture, en fait. Mais bon, en effet... Je pose la question de remettre en cause l'organisation sociale. Autour des mobilités, du coup, pardon. Alors sur la première question, comment on essaye d'être à l'écoute des besoins et des habitants. Alors il y a 36 façons, hein, je vous l'ai dit, on passe beaucoup de temps. L'intérêt de la ruralité, comme on dit, c'est qu'on est peu nombreux, donc on se connaît finalement assez bien, même quand le territoire est grand, et donc on passe un temps fou à discuter avec les gens. Quand je dis le on, c'est 449 élus municipaux qui chacun passe des heures au carré à discuter avec leurs voisins. Donc du coup ça fait une antenne au sens presque physique de la captation des signaux là, qui est quand même assez efficace. Mais on ajoute des moyens spécifiques. Par exemple, chez nous, on a ce qu'on appelle le bus Marguerite. Alors Marguerite, c'est un café éco-citoyen, mais qui est installé dans un bus. Et ce bus, il va régulièrement dans chacune des 41 communes. Il se pose sur la place du village. Il organise, on peut y boire le café, effectivement, mais il y a des concerts, des choses comme ça. Et il y a des journées ou des demi-journées thématiques. Et donc, on a très souvent des choses sur la mobilité. Donc, les gens viennent au café éco-citoyen mobile. Et puis là, ils disent, mais moi, j'aimerais qu'il y ait ça ne va pas pour moi, ceci, cela, etc. Et du coup, bien, c'est une collecte d'informations totalement physique sur le terrain. Personnellement, et je pense que je ne suis pas le seul, je ne crois pas trop au tout numérique. Alors, personnellement, je n'ai pas de smartphone par conviction et par volonté de montrer combien... à la fois c'est possible, mais c'est difficile de vivre sans smartphone. Mais je pense qu'en fait, il y a énormément de gens qui sont dans cette situation. Et pour moi, c'est une des causes des votes extrême droite, etc. C'est cette dématérialisation de la vie qui fait que les gens, non seulement ils voient disparaître les services de l'État, etc., mais en plus, il faut qu'ils tapent le 1, tapent le 2, qu'ils fassent je sais pas trop quoi avec une appli. Et ça les met mais vraiment hors d'eux, quoi. Ils ont l'impression d'être totalement abandonnés. Et donc tout ce qui peut être non numérique chez nous est privilégié. Ce qui ne veut pas dire qu'on fasse l'impasse du numérique, mais voilà, il ne faut surtout pas penser que le monde est complètement connecté et bien loin de là. Et puis alors sur la question de la société conçue autour de la voiture, alors malheureusement, effectivement, on est parti assez loin en fait, hein, dans cette organisation du monde autour des axes routiers, etc., et du réseau des garages et toutes ces choses. Donc justement, ce qu'on essaie de faire nous à travers par exemple notre carte cyclable, c'est de dire en fait ces infrastructures, pour l'instant elles existent, utilisons-les intelligemment, c'est-à-dire en fait elles pourraient être utilisées à autre chose qu'à faire passer des voitures. Et donc n'inventons pas encore des X plus unième infrastructures spécifiques pour autre chose, basons-nous là-dessus et puis voyons comment il y a des endroits où on peut pédaler, marcher, etc. Et voilà, donc sortons de cet usage unique de la voiture, mais vraiment par une forme un peu de révolution culturelle autour de ça. Et donc là-dessus, après, il faut aussi faire attention que quand on multiplie des exemples un peu extrêmes, du coup, on risque de donner l'impression aux gens que mais ça c'est bon pour quelques héros et que moi j'ai pas la condition physique, je peux pas, etc. Mais quand même aussi de montrer qu'on arrive à vivre en territoire rural sans être propriétaire d'une voiture. C'est aussi quelque chose qu'on essaie de cultiver et qui a son poids d'exemplarité et d'inspiration pour les autres. Merci, je vous propose de conclure sur quelques remarques synthétiques de Marine. Vraiment très, très rapidement, effectivement, le numérique, c'est une vraie barrière. Nous, j'ai parlé d'appli, on a aussi un parcours SMS justement pour toutes les lignes, pour les personnes qui n'ont pas de smartphone ou qui ne sont pas à l'aise avec ça. Et pareil, justement, mes collègues qui sont présents sur le terrain, c'est aussi ça, c'est rapporter de l'humain, du contact direct, des petits déjeuners, des apéros le soir avec les gens de la communauté autour de la ligne. En fait, ça a du sens en termes de lien social, mais aussi ça permet d'inclure des gens qui se retrouvent beaucoup plus dans des formats comme ça qu'un groupe WhatsApp ou une communauté Facebook, des choses comme ça. Et sur le système routier dont on hérite, complètement, la route, c'est le premier patrimoine. Enfin, on a le réseau routier, un des réseaux routiers les plus grands d'Europe. C'est le premier patrimoine français, la route. C'est quand même fou.
On a un parc énorme avec beaucoup plus d'une voiture par ménage. Donc, c'est vraiment un système très inefficient et beaucoup plus... Enfin, en fait, aujourd'hui, on a plus de capacité de transport que de besoins, en réalité, avec tous ces sièges libres et ces infrastructures. Donc, l'objectif à terme, c'est bien d'aller vers une réduction de la taille du parc et une revalorisation, une requalification de certains axes routiers en axes secondaires qui peuvent être des axes vélos, des axes... Et l'idée des lignes de covoiturage, c'est justement par rapport aux tout-voitures qui, du coup, massifient les flux et complètement dispersent les flux, et donc ce qui provoque de la périurbanisation, la construction de nouvelles routes. L'objectif, c'est de recentrer, de redentifier autour d'axes stratégiques. Et en fait, à partir de là, on peut se dire qu'en termes d'aménagement du territoire, on peut complètement repenser certains axes moins importants. Voilà, Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous propose d'applaudir chaleureusement nos intervenants. Et à bientôt à tous en ligne.